Donc, aujourd'hui, on va vous parler de data exfiltration. Ça, c'est la petite description. Je vais commencer. Qui suis-je si vous ne me connaissez pas? Objectif de la présentation. On va voir qu'est-ce que l'exfiltration des données. Les étapes avant l'exfiltration, les méthodes, outils et techniques, les risques envers les organisations, entreprises et autres, et quelques recommandations. Donc, c'est ça, je suis consultant senior en sécurité informatique. Je suis principalement orienté en pentest applicatif, donc l'attaque offensive, mais je donne aussi des formations, d'où le pourquoi que j'étais à New York. J'ai un tech back en informatique, mais je me suis spécialisé moi-même un peu dans le domaine. Et comme je disais, ça, je fais pentest, red team, revue de code et autres. Donc, l'objectif de la présentation sur la data exfiltration, c'est de démontrer puis décrire les techniques qui existent, qui sont utilisées par les pirates, dans le fond, pour vous compreniez qu'est-ce qui se passe, comment ils le font et pourquoi. Puis offrir quelques recommandations, de voir quoi faire pour essayer d'empêcher les exfiltrations de données. Donc, l'exfiltration, en fait, après la reconnaissance, en fait, ça, c'est les étapes d'un test d'intrusion ou d'une attaque informatique. Après la reconnaissance, l'analyse de vulnérabilité, l'exploitation d'une vulnérabilité sur un serveur, une application ou autre. Ensuite, il y a la post-exploitation, donc à garder une porte sur les serveurs dans l'application pour y retourner puis continuer des attaques à l'intérieur du réseau. Et quand tout ça est complété, les méchants pirates veulent voler de l'information. Ils veulent pas juste... il y en a certains qui veulent juste faire ça pour le plaisir, mais il y en a beaucoup qui vont le faire pour voler de l'information. Donc, à partir de ce moment-là, l'exfiltration, c'est pour prendre les données de manière, si possible, silencieuse, sans que ça paraisse. Donc, d'aller chercher des données pour pas qu'il y ait d'alerte sur le réseau, pour pas que personne s'en rende compte. Mais bien souvent, justement, dans les nouvelles, on va voir que ils vont s'en rendre compte à un moment donné, mais généralement, c'est du 6 à 12 mois plus tard. Donc, il y a beaucoup d'analyses et d'éléments qui vont prendre en place avant qu'ils trouvent la brèche puis qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Dans nos 3 types de pirates, nous, dans le fond, plus consultation, white hat, quand on fait de l'exfiltration, c'est plus au niveau des red teams. On va faire toutes les étapes jusqu'à la post-exploitation. Puis l'objectif va être de démontrer que les systèmes de journalisation, d'alertage et autres ne fonctionnent pas à l'entreprise. On a réussi à voler votre information qui était... L'objectif était défini par l'entreprise, fait qu'ils vont nous dire « essayez de voler telle base de données ». Puis leur équipe est au courant, tout le monde est au courant, ils savent qu'on le fait telle journée, on le fait, puis personne ne s'en rend compte. Fait que le but, c'est de démontrer cette partie-là. Versus les Grey Hat puis les Black Hat, le Grey, lui, va être entre les deux, il va essayer d'avoir un peu d'argent de ce côté-là. Mais Black Hat, c'est vraiment tout ce qui est la motivation pour l'argent, l'espionnage industriel, qui arrive énormément, et effectivement l'activiste et autres qui vont aller leaker les bases de données sur Internet, sur Pastebin et autres. Donc, un peu avant l'exfiltration, qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce que le pirate doit avoir réussi avant de pouvoir avant de voler de l'information? Donc, premièrement, il faut prendre en considération qu'il a obtenu un accès au système qui était ciblé. Il y a les accès aux données. Fait que c'est pas juste de pirater un système. Si la base de données est 3 systèmes plus loin, il faut se rendre jusque-là. Il faut avoir un accès contrôlé au système, mais aussi un système externe. Il faut avoir un endroit où on récolte l'information. C'est super de les voler, mais si on les envoie chez nous à notre propre adresse IP, c'est un petit peu niaiseux. Une des étapes qui est faite, j'ai mis un GitHub ici, que le Shell, mais je veux dire Nmap aussi le fait, c'est quand on est à l'intérieur d'une entreprise puis qu'on veut voler de l'information pour sortir, il faut découvrir tous les ports ouverts. Il faut savoir qu'est-ce qui est permis de faire sur le réseau. Donc, on appelle ça du egress. Ça, le logiciel, c'est par TrustedSec, Egress Buster. C'est un petit script Python qui va définir les ports ouverts. Ensuite, on veut vérifier, est-ce qu'on est en arrière d'un firewall ou d'un proxy? On est obligé de passer par cette machine-là pour sortir? Puis si oui, c'est quoi les conditions? Est-ce qu'il nous bloque à un certain moment? Est-ce qu'il nous demande d'être authentifié ou autre?
Et au final, on veut voir sur le poste sur lequel on va extraire les données, quels sont les outils qui sont disponibles dessus. Est-ce que PowerShell est installé? Est-ce qu'il y a du Python, PHP, .NET, les outils comme Netcat et autres, wget, peu importe. Qu'est-ce qui est disponible sur le poste pour faire les attaques, extraire les données, sans aller télécharger quelque chose d'autre pour ne pas laisser de traces. Généralement, quand c'est du Windows, on va avoir du PowerShell. En 2-3 clics, il y a des frameworks qui existent. On va pouvoir soit créer un tunnel vers nos serveurs à nous, ou simplement avoir un reverse shell en 2-3 clics. Donc, quand on voit ces informations-là, puis qu'on est capable d'utiliser du Netcat ou du PowerShell, on sait qu'on est capable d'avoir un accès techniquement facile en dehors de l'entreprise. Des questions jusque-là? Donc, dans les méthodes d'exfiltration, il y en a plusieurs. Vous les connaissez peut-être, mais on va y aller un petit peu plus en détail. La première, c'est l'ICMP, utiliser un ping pour extraire de l'information. Donc, on va s'installer un serveur qu'on contrôle qui va recevoir des pings. Sauf qu'un ping, habituellement, ça contient le payload. C'est A, B, C, D, E jusqu'à Z avec 0 jusqu'à 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Mais l'affaire, c'est que ça peut être n'importe quoi les valeurs à l'intérieur d'un ping. Quand on regarde le RFC, officiellement, ils recommandent ça, tout le monde fait ça, mais on peut mettre ce qu'on veut et à peu près la grosseur qu'on veut. Donc, on peut prendre un fichier, le convertir en base 64, le mettre dans la valeur du ping, puis l'envoyer à un serveur externe. Sur le réseau, c'est sûr que si vous faites une analyse, puis vous voyez des pings avec des valeurs qui n'ont plus de sens d'un meg, vous devriez réagir. Mais est-ce que vous avez déjà vu beaucoup d'entreprises qui font de la recherche pour voir s'il y a des données dans des pings qui c'est différent dans des CDE? Non. Il y a peut-être des firewalls ou autres qui vont le détecter. Mais il faut que ça soit activé, il faut que ça soit en place. Une autre chose qu'on peut faire avec les ICMP, c'est de créer un tunnel. Donc, il existe des outils sur Internet qui vont créer un tunnel, techniquement comme SSL ou VPN ou autre, qui va communiquer juste par les paquets de ping et de réponse du ping. Fait qu'à partir de ça, tu te crées un client et un serveur qui communiquent ensemble via ce protocole-là, mais les données sont ce que tu veux. Problématique de ça, bien évidemment, si tu commences à extraire des données, faire des communications en ping, ben, tu vas faire généralement les communications toujours avec la même adresse, vers le même serveur. Fait que ça va créer une trace avec beaucoup d'informations vers une seule adresse externe qui fait pas de sens. Je veux dire, il n'y a pas un poste qui va dire ben moi aujourd'hui, je vais pigner pendant 8 heures de temps telle machine sur Internet. Puis en plus, chaque paquet fait plusieurs K ou plusieurs megs. L'autre chose qui est la partie pour le détecter, c'est que le paquet est du mauvais format. Donc c'est sûr que si on a un appliance réseau qui valide les contenus du ping, ben, il va voir que le format n'est pas bon, que c'est pas ce que les commandes habituelles font. Fait qu'on peut se faire prendre un peu par cette partie-là. On peut faire la même chose avec les DNS. On va utiliser les requêtes DNS. Donc, habituellement, la requête, on va appeler le serveur sur le port 53. On va lui dire, dis-moi quel est l'adresse du nom de domaine. Mais ces requêtes-là, on peut faire la même chose que ICMP puis modifier. On n'est pas obligé de demander absolument qui est telle adresse. On peut envoyer ce qu'on veut dedans, du garbage et autres, mais on va l'envoyer vers un serveur que nous, on contrôle de l'autre côté. Puis ce serveur-là, lui, il va juste lire le texte puis l'enregistrer. On peut faire aussi la même chose, créer un tunnel DNS. Puis ça, c'est généralement utilisé, puis vous pouvez faire des recherches sur le web. J'ai mis quelques liens plus loin. Mais quand vous êtes sur un réseau qui est protégé puis qui ne vous permet pas d'aller sur tous les ports que vous voulez ou que c'est filtré pour certains sites web, vous installez un serveur DNS qui permet de faire un tunnel sur une machine que vous contrôlez sur Internet. Ça va créer un tunnel en communiquant avec les requêtes DNS, puis vous allez contourner toute la sécurité du réseau sans fil. Généralement, on va voir ça, les réseaux d'aéroports, les places publiques, tout ce qui est un portal qui te restreint au final d'aller sur Internet. Puis on a les mêmes problématiques qui sont que si tu commences à extraire des données ou que tu fais un tunnel DNS, tu vas envoyer des tonnes de requêtes DNS vers une seule machine.
ce qui n'est pas logique dans une utilisation normale du serveur. Puis de l'autre chose, bien évidemment, le format n'est pas bon. Fait que quand on ouvre Wireshark puis on regarde les paquets qui sont envoyés, ben, au lieu d'être comme un whoisdomain.com, ben, ça va être juste un texte. Fait que techniquement, s'il y a un appliance réseau qui valide ça, on va se faire détecter. Voyez-vous d'autres problématiques possibles? OK. C'est bon. L'autre, ben, c'est simplement, on va utiliser le web. Puis on va utiliser la version SSL TLS. Pourquoi? Ben, toute la communication est déjà chiffrée. Fait que le réseau sur lequel on est va voir des données chiffrées qui vont s'envoyer vers une adresse externe. La seule chose qu'ils vont voir, c'est l'adresse du site web externe. Les données envoyées, les URL accédées, tout le reste va être SSL. Fait que techniquement, on utilise une feature que tout le monde à tous les jours utilise. Puis comment qu'on peut deviner puis détecter que ce site web-là est vulnérable ou récolte des données qui sont envoyées de manière illégale pour faire de l'exfiltration, c'est vraiment compliqué. Généralement, le port va toujours être ouvert. C'est super simple et efficace. La seule problématique, c'est quand on a certaines entreprises ou réseaux qui interceptent, qui font du man in the middle, puis qui vont analyser le paquet, ils vont le décrypter, puis ils vont le réencrypter vers l'extérieur. Donc là, c'est sûr qu'on peut se faire détecter l'envoi de données de cette manière-là, ou de se faire retracer plus tard dans le temps quand ils font l'analyse. Une autre chose intéressante, c'est les protocoles comme IRC, un peu moins utilisés aujourd'hui, mais qui servent surtout pour les malwares, les botnets et autres à faire des command and control. On peut l'utiliser aussi pour se connecter dessus, pour envoyer des données. C'est très simple, les protocoles existent, le code existe déjà. On peut même le chiffrer en SSL. Généralement, ce port-là, qui est par défaut le 6667, ne sera pas journalisé ou plus ou moins regardé. Le seul problème, c'est que souvent, le port ne sera juste pas ouvert. Fait en sortie, le 6667 ou 8 et 9, s'ils sont bloqués, ben, on ne peut pas rien faire. Il faudrait hoster un IRC sur un port 80 443. Mais encore là, ça ne fait pas des commandes HTTP, fait qu'on pourrait se faire... quelqu'un pourrait analyser les commandes puis voir que ce n'est pas du HTTP qui se promène sur le port. Finalement, on peut utiliser du HTTP tout simplement. Utiliser les fonctions d'Internet, envoyer du texte. Mais l'affaire, c'est si on l'envoie sur un canal qui n'est pas chiffré, ben c'est sûr que c'est flagrant si quelqu'un regarde. Là, il va se rendre compte qu'on envoie des cartes de crédit. Et on peut utiliser tous les concepts de Stegano dans des fichiers vidéo, images, musique, qui, lui, t'upload un fichier à quelque part, puis tu as une autre personne, un script à quelque part, qui va ramasser ces fichiers-là, puis qui va extraire les informations à l'intérieur de ceux-là, qui peuvent être chiffrés avec des mots de passe et autres. Donc, la seule chose qu'on verrait sur le réseau, c'est des communications que quelqu'un envoie vraiment beaucoup d'images, puis que les images sont toutes brisées et qui n'ont pas de sens, parce que généralement, en insérant de la Stegano, souvent, ça va modifier un petit peu les images. Mais ils ne pourront pas deviner qu'est-ce qui se passe, mis à part le nombre de trafic. Donc, dans les problèmes, c'est sûr qu'on est à la vue de tous. Ça nécessite un code pour décoder. Fait qu'il faut avoir dans les deux côtés le même mot de passe. Donc, pourquoi je mets ça là? C'est parce que généralement, quand c'est des plus grosses organisations, ben, il faut qu'ils se donnent le mot de passe, il faut qu'ils se le partagent. Donc, ça peut être un point qui fait qu'ils vont aller se faire prendre à un moment donné ou que le mot de passe va être découvert. On peut savoir exactement quel site, quel répertoire, quel feature sur le site web qui a été callé. Donc, si c'est un upload sur un fichier, un serveur qui est comme personnel aux pirates, puis qu'on voit exactement la requête pour envoyer des données ou les récupérer, ben, de cette manière-là, ben, on peut comme attaquer le serveur qui offre la fonctionnalité. Dans les problématiques possibles, puis ça, c'est généralement des cas que j'ai rencontrés. On va voir tout ce qui est le firewall. Donc, comme j'ai dit un peu, les ports bloqués ou même les adresses IP limitées. Si tu te connectes sur le réseau, il faut absolument que tu utilises une des machines qui existent. Tu ne peux pas, admettons, amener ton poste puis générer un autre IP. La journalisation de tout ce qu'on vient d'expliquer.
La problématique, à part le 84.4.3 puis des fois le DNS, tout le reste va être bloqué, donc il faut passer absolument par ceux-là. Mais là où j'ai déjà eu souvent des problèmes, c'est les proxys authentifiés qui étaient obligés, pour aller sur le web, de passer via telle machine. Cette machine-là te demande un compte utilisateur du domaine. C'est pas si compliqué quand je l'explique comme ça, sauf que la plupart des frameworks pour créer des connexions renversées ou des tunnels et autres, ils t'offrent pas cette fonctionnalité-là. Fait qu'il faut que tu le modifies toi-même ou que tu le recodes au complet. Puis trouver comment passer ces infos-là dans un exploit PowerShell, quand tu l'as jamais fait, c'est long. Mais ça se fait, mais c'est juste que ça peut être quand même tricky. L'autre chose, c'est le man in the middle, évidemment, les sites HTTPS qui peuvent être bloqués. La norme au HTTPS récemment, c'est de pousser du HSTS. Donc, quand on visite le site web en HTTPS, puis qu'on y retourne par la suite en HTTP, il va nous forcer toujours obligatoirement vers le HTTPS. Sauf que si on est sur un réseau qui fait du man in the middle, qui intercepte la requête HTTPS vers le serveur, qui coupe pour décrypter et réencrypter par la suite, bien, votre browser voit que c'est plus le même certificat. Donc, il ne vous donne même plus accès au site web. Donc, à partir de là, ça peut nous couper des méthodes et des sites web publics, donc on ne pourrait pas accéder. Et l'autre chose, généralement, en grande entreprise, dans les zones internes, le ICMP va être bloqué. Il y a beaucoup de réseaux qui le permettent, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne le permettent pas, donc on ne peut tout simplement pas utiliser la fonctionnalité de faire un ping sur le réseau. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Donc, quelques outils techniques. Donc, dans ICMP, il y a des tunnels, on peut faire même des canaux de communication pour discuter. Ça, c'était une preuve que j'avais faite. Puis récemment, une personne que je connais a releasé le Data Exfiltration Framework. Donc, dans son logiciel, tout ce que je vous ai montré, il le fait par défaut. Je vous montre d'autres codes que ça, mais celui-là va faire 80% de tous les types de Data Exfiltration. En ICMP, je voulais faire la belle démo, mais je me suis rendu compte que mon code ne fonctionnait pas sur ma machine. Je suis désolé. Le concept que j'avais fait est super simple. Tu peux prendre ICMP, puis tu es capable de... Les paquets qui sont envoyés à gauche à droite, tu as un client puis un serveur. Les données, je les ai encryptées en ES 256. Fait que le client et le serveur connaissent le mot de passe, mais tout ce qui passe sur le réseau en ICMP est chiffré. Donc, ils vont juste voir du garbage. Fait qu'on peut utiliser ce concept-là pour faire de l'extraction de données. Je peux même contrôler des botnets et autres. DET, c'est en Python. On lui dit de créer un serveur qui écoute, puis de l'autre, on réutilise le même code, puis on lui dit envoie les données. Donc, celle-là ici, le "-l", il va écouter pour des paquets. Puis quand il en reçoit un, il dit j'ai reçu le fichier etc password. Il le reçoit, puis il va le sauvegarder sur la machine. Puis on peut essayer de faire la petite démo là-dessus. Je n'ai pas aimé ça pantoute. Ça sera pas long. Spoiler alert. Ouais. Alright. Donc, j'ai fait un fichier texte que dedans, il y a Data to Extract. Avec le Data Exfiltration Framework, je lui dis utilise TCP, ça pourrait être ICMP, Twitter, Gmail et autres, je vais vous le montrer après. Envoie le fichier test-extract, puis utilise le fichier de configuration suivant. Oui, évidemment, il ne marchera pas parce que c'est une super démo.
Et il est même pas là. Et youpi! Ça marche pas. T'as-tu un listener? Je les ai inversés. Ouais, ça marche. Yeah! OK. Fait que le client ici va prendre le fichier, il l'envoie, puis il l'envoie en temps différé. Fait que pour pas que ce soit exagéré, pour envoyer des tonnes de requêtes à la seconde, il se met des délais genre d'heure 1 seconde, d'heure 7 secondes. Puis quand le fichier est très gros, il va le splitter comme ça. Puis de l'autre côté, on voit que le fichier test extract a été reçu avec tel checksum. Puis il attend encore pour les connexions. Fait que lui, il agit comme un serveur tout le temps. Sauf qu'on peut aller faire on peut extraire le texte qui est là. Puis ça va être la même donnée qu'on a reçue. Fait qu'il le transfère dans celle-là en TCP. Puis quand on regarde la configuration, on va dire ici en TCP que c'est localhost 6969, mais ça pourrait être n'importe quel IP qu'on a accès à cette part-là sur Internet. Donc, dans les options qu'il offre, il fait HTTP, Google Docs. Donc, tu peux créer un compte sur Google Docs pour uploader des fichiers, du DNS avec le nom de serveur que tu veux, par courriel simplement, TCP, UDP, il fait du Twitter, et puis CMP comme l'autre exemple d'avant. Donc, il en fait pas mal, c'est super le fun comme petit outil. Alright. Ensuite, on a le DNS. Je parlais que DNS pouvait faire des tunnels. Ça, c'est tous les outils populaires. Il y en a d'autres qui existent, mais c'est toute une liste d'outils qui fait des DNS tunnels. Il y a DNS4 qui permet de faire un peu comme Netcat, mais via du DNS, qui est super intéressant. DNS Scapi, donc l'outil de Scapi qui permet de le faire. Puis le plus populaire, lui, que j'ai mis l'URL qui est là, c'est un code qui ça fait super longtemps qu'il existe, puis qui est vraiment utilisé. L'autre petite chose que j'avais faite en DNS comme preuve de concept, c'était de créer un serveur DNS, puis qui écoute sur un port X. De l'autre côté, j'ai un code qui envoie un paquet. Fait que si on fait juste regarder pour le fun, vous allez voir, c'est vraiment simple. Fait que je fais mon serveur sur le port 1, 2, 3, 4. De l'autre côté, je lui dis en localhost, envoie le mot exfiltration sur le port 1, 2, 3, 4. Il envoie le paquet. De l'autre côté, il a reçu le paquet. Là, je n'ai pas géré le UTF-8, mais la preuve, elle fonctionne comme ça. L'autre chose, si on fait juste regarder le code, ben, on pourrait le faire avec Netcat ou n'importe quoi d'autre. Le DNS serveur, c'est simplement une socket qui fait un bind sur le port demandé. Il ne se passe rien techniquement. Quand on fait le DNS client, qui est paquet, la seule différence ici, c'est qu'on va utiliser l'API struct qui permet de définir des paquets commencés et de définir chacune de ces parties. Donc là, lui est un petit peu plus compliqué, mais dans le fond, quand on regarde la définition d'un paquet DNS, tu as chacun de ces champs-là qui existent, avec les bonnes longueurs, les bonnes valeurs. Tu le définis comme ça, puis à la fin, tu peux injecter ta valeur dedans, qui est qui va être le data ici. Je me souviens plus le payload où exact. Fait que ça va être la partie du port. Il va encoder le tout en bytes, puis il l'envoie à travers le réseau. Le code est déjà disponible. Si vous voulez, vous pouvez refaire la même chose même en Scapi. N'importe quel protocole permet d'utiliser ce truc pour le régénérer. Puis en même temps, vous pouvez utiliser ce truc pour générer un protocole qui n'existe pas, mais que vous pouvez le structurer comme ça vous tente. C'est quand même pas trop complexe, mais on peut faire pas mal n'importe quoi avec. Tantôt, je parlais d'HTTPS. Une des choses qui est utilisée... Ouais. Juste avant que tu changes de DNS, je sais pas si tu peux nous parler de l'autre façon de DNS, avec quand tu ondes une zone DNS sans
pointer vers un serveur DNS. Parle-moi-en, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Non, mais il y a moyen, maintenant, que la compagnie ne laisse pas sortir par le port 53 vers l'extérieur, Ouais. sur un serveur DNS que tu utilises. Tu peux créer une zone DNS, tu fais vraiment des vraies requêtes random, tu vas être comme c'est quoi le hard record de AB31, B3, puis là ça va se rendre à ton serveur parce que ça va être lui. Ok. Finalement, tu peux extraire du data comme ça, puis même si tu utilises un DNS interne à la compagnie. Ça, c'est moins louche parce que tu prends le résolveur. Ouais, ça a l'air plus réel. Ouais. Thanks, man. Ce que je voulais dire sur l'HTTPS, la plupart des botnets, ces trucs de malware qui vont extraire des données, vont utiliser soit les Twitter, des comptes Twitter pour générer un command and control. Ils vont se créer un compte, puis soit un compte qui reçoit des données, soit un compte qui envoie des commandes. Le compte qui envoie des commandes, il va poster des commandes encryptées que le bot a le mot de passe pour décrypter. Il va aller le lire de temps en temps, puis il va savoir quoi faire ou envoyer des données et autres. Mais en même temps, il peut se connecter dessus, comme on a vu avec DET, pour poster des tweets qui vont être finalement du data exfiltration. L'autre chose, c'est le Pastebin, qui est super populaire, ou n'importe quel autre à côté, les variations qui existent. Tu uploads quelque chose de manière anonyme, puis ça finit là, c'est disponible sur le web. Tu peux mettre un délai pour que ça se délite en plus. Fait que si tes actions sont rapides, tu peux y dire une couple d'heures, il disparaît, puis quand ils font les recherches plus tard, ils ne voient pas rien de ça. Et tout ce qui est les file upload, comme les services en ligne de Mega, et peu importe. Même les file upload d'images à la Mega, n'importe quoi de ce type-là. IRC, comme je disais, les scripts pour se connecter à IRC, si vous faites une recherche sur GitHub, il y en existe dans tous les langages, c'est déjà là. C'est vraiment simple. Puis la manière d'extraire les données, c'est soit d'écrire sur un channel qui est privé avec un mot de passe et autres, qu'à part les admins du réseau, ou que si c'est ton réseau, à part toi, peuvent voir, ou sinon c'est d'écrire à des personnes en privé. C'est carrément un système de chat pour extraire des données. Puis, tout ce qui est code maison de command and control. Donc, avoir une interface, un code, une page web que tu mets quelque part, que tu authentifies. Donc, il faut que tu te logues dedans pour pouvoir voir les données. Puis, tu mets un service web qui, lui, quand tu y écris, toutes les données que tu y passes en post et autres vont être des données qu'il va sauvegarder dans sa base de données. C'est les mêmes concepts qui sont utilisés pour Zeus et n'importe quoi dans les malwares. Ils mettent des command and control. Ceux-là qui sont infectés vont lire ou envoyer des commandes. La Stegano, ce qui est intéressant, c'est que tu te caches en plein milieu de tout le monde. Finalement, tu n'es pas caché, tu es visible à tout le monde. Fait que personne ne pense à regarder là. Je veux dire, si tu le sais que tu te fais voler tes données, tu vas chercher quelque chose d'un peu plus compliqué, à part de commencer en checkant tout ce qui est en clair puis envoyer tous les jours. C'est un peu niaiseux en même temps, mais c'est une technique. Donc, ça envoie les données directement HTTP sur des sites publics ou privés. Mais c'est super dur à détecter. Loguer tout ce qu'une entreprise fait sur HTTP, juste au niveau de journalisation, ça n'a presque aucun sens. Fait que le niveau d'alertage, de détection est très complexe à ce niveau-là. Les problématiques ici, c'est tout ce qui va être DLP, le Data Leak Prevention. Donc, les systèmes qui sont en place, qui vont comme mettre un meta-tag, du metadata à chaque fichier. Puis là, tu as une règle qui dit tel fichier ou tel répertoire, tu n'as pas le droit de le copier sur une clé USB. Et quand tu fais copier-coller sa clé USB, le système le bloque. Le problème de ça, c'est que ça se contourne, ça se bypass en 2 secondes et au final, ça ne donne pas grand-chose. Ce qu'on peut faire encore là, c'est utiliser de la Stegano. Donc, tu écris des fichiers dans d'autres fichiers, que ce soit des images et autres, puis tu copies l'image que tu viens de faire, puis le système y associe une clé, un tag comme quoi c'est juste une image, il n'y a pas de données confidentielles dedans. L'autre chose, on utilise des fichiers chiffrés. Donc, tu encryptes un fichier, tu mets des données confidentielles dedans, c'est très dur à détecter. Et finalement, tu as le concept de compresser, faire un zip, mais une centaine de fois. La problématique de ça, c'est que souvent, les systèmes vont aller vérifier dans le zip, mais un nombre X de fois. Fait que s'ils vont dézipper, mettons, 50 fois, la 51e,
ben, ils ont arrêté parce que ça gruge trop de CPU. Puis la donnée confidentielle ben, est à 51. Les antivirus, c'est la même chose. C'est la grosseur des fichiers ou les zips comme ça. Si vous faites un script qui zip une centaine de fois, vous contournez la plupart des antivirus pour envoyer des fichiers sur les emails. Finalement, la méthode super le fun. Ouais. Stegano, tu as aussi un autre point. La nouvelle grosse bataille aujourd'hui, c'est d'essayer de contourner les fichiers de quarantaine des antivirus. McAfee est très populaire pour ça, son fichier PUB en l'occurrence. C'est d'aller demander de renvoyer le fichier PUB parce que là, il est accepté, avec les évasions d'AV, il est accepté à chaque fois. Donc si tu sais recrypter un fichier PUB et que tu te le mets en quarantaine... Oui, c'est un fichier que lui connaît, c'est ça, qui y appartient. Il y a juste trop de trucs, c'est ça qui est le fun. C'est une des dernières manières, le courriel, ben, c'est quelque chose de standard en entreprise. Tu n'as pas besoin d'inventer rien, tu n'as pas besoin d'installer rien. Tu fais juste pirater un poste puis utiliser ce qu'il y a dessus. Le courriel ben, fait partie du trafic réseau normal d'une entreprise. Donc, par défaut, généralement, à part vérifier les virus, ben, ils ne vérifieront pas énormément le data leak dessus. Encore là, le data leak, si on revient à la page précédente, ben, si on fait des zips de 100 puis on le chiffre, ça va contourner ça. Puis la même chose avec ça peut être soit dans le cadre du email ou ça peut être des fichiers attachés. Donc, l'enjeu de la détection, l'enjeu, c'est principalement la détection des données. Lequel qui est normal, lequel qui ne l'est pas, lequel qui est utilisé à bon escient, lequel qui est exfiltré ou volé. Par défaut, il n'y a pas de bon algorithme d'intelligence artificielle ou autre qui va aller trouver ça facilement. Le Data Leak Prevention, comme on a dit, ben, ça aide, mais un petit peu plus contre des erreurs humaines que le pirate qui veut absolument voler l'information. La journalisation, puis tout ce qui est alertage, c'est une super bonne solution, mais c'est extrêmement complexe à mettre en place. Peu importe le genre de journalisation, même si c'est juste pour détecter des attaques et autres, définir qu'est-ce qui est un bon trafic réseau versus qu'est-ce qui ne l'est pas dans votre réseau quand il y a des centaines d'utilisateurs, c'est très complexe à impossible. Fait que généralement, on veut définir qu'est-ce qui est normal, puis aller analyser le reste. Mais encore là, ça génère tellement de trafic que la game est juste pas fair quand on veut faire des attaques et de l'exfiltration de ce type-là. Détecter live, il y a beaucoup d'outils présentement qui essayent de faire de la détection live en direct en analysant les flux réseau. Puis là, présentement, vous avez sûrement entendu parler de tout ce qui est deep learning, donc les réseaux de neurones à plusieurs layers, qui vont finalement entraîner une intelligence artificielle sur un réseau X. Puis il va lui dire, tout ça, c'est du trafic normal. Puis quand tu détectes un paquet qui n'est pas normal, fais un flag. Fait que c'est super efficace, mais ça coûte énormément cher parce que ça prend des millions de paquets puis des mois à entraîner l'intelligence artificielle pour que ça fasse du sens. Mais c'est énormément la mode si vous cherchez un petit peu sur le web. Évidemment, le chiffrement va toujours contourner ou presque les règles de détection. Et c'est pas mal ça. Donc, côté recommandations, puis dans les recommandations, il n'y en a pas de bonnes officiellement, parce que comme vous avez vu, c'est juste trop simple au final. Mais c'est au minimum de faire de la détection des protocoles réseau. Donc, de vérifier les DNS, CMP et autres, pour voir est-ce que c'est le bon protocole qui communique. Si dans le DNS, on voit que ce n'est pas une requête DNS, de bloquer ça, même chose pour les CMP et autres. Vérifier les sources de trafic. Si vous avez généralement du trafic, je ne sais pas, 100 utilisateurs qui envoient tant de données en moyenne par jour, puis vous avez un utilisateur qui quadruple une certaine journée, il y a peut-être un bug. Ça ne veut pas dire que c'est une attaque, mais il y a une problématique quand même. Vous avez sûrement vu le hack de Sony, il y a 2-3 ans. Ils ont volé comme 35 Tera en quelques jours. Est-ce qu'ils auraient été capables de détecter que c'était un vol? Officiellement, non. Parce que Sony, c'est une firme qui font des films. Un film pèse RAW
à peu près ça, 35 gigs, puis en transfère des films des dizaines par jour. C'est du trafic normal. Pour nous, dans une petite entreprise, si tu as une moyenne d'1 gig par jour, puis tu as un Tera qui sort, il y a un bug. Mais pour eux, c'était tellement énorme que ça a passé comme dans du beurre. C'est une machine qui envoie un fichier sur Internet. Mais, c'est pour ça que je dis, le détecter c'est quoi la moyenne, définir c'est quoi la normale, ça peut être super complexe, puis ça dépend énormément de ce qu'on fait. Évidemment, comme je viens de dire, détecter la quantité, la source, ou s'il y a une nouvelle source qui apparaît, qui fait du trafic. Et finalement, vérifier, comme j'ai dit, la détection des protocoles non respectés. Mettons que toutes les solutions sont mises en place puis que tout va bien, l'intelligence artificielle elle fonctionne à 100%, mais malheureusement, il y a toutes ces autres techniques-là qui permettent aussi de faire de l'extraction de données. Alors, on a parlé de l'extraction de données sur le réseau, mais quand on parle de bypasser le air gap, donc on a des machines qui sont isolées, qui ne sont même pas sur un réseau, on peut utiliser tout ce qui est Wi-Fi, que ce soit Bluetooth, Wi-Fi, les NFC, RFID, les signaux radio, pour prendre des données sur un serveur puis l'envoyer sur quelque chose qui écoute plus loin. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de recherches puis de talks au DEF CON Black Hat et autres sur ceux-là. Puis il y en avait un justement qui c'était le signal radio. Fait qu'ils se sont montés un petit module sur un iPhone ou un Android qui ont connecté dessus, qui écoutait un signal radio X. Puis ils ont injecté un code dans une machine qui était isolée à quelque part, qui émettait sur une fréquence X, fait qu'il extractait finalement tout over radio comme ça. Fait que même s'il n'y a pas de fil réseau, le code qu'ils ont injecté via USB ou peu importe, attaque de phishing, lui, il extrait ça en réseau. Donc, tout ce qui est air gap fait partie du data exfiltration, mais c'est super un autre domaine à côté qu'on pourrait reparler plusieurs heures encore. Donc, en conclusion, j'espère que ça va vous donner des idées à quoi mettre en place, quoi penser. Puis malheureusement, il y a toujours un moyen. Merci tout le monde.